Le cloud souverain, on pense tout de suite sécurité, indépendance, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant si demain, pour être souverain, il fallait aussi compter les litres d'eau, les émissions de CO2. Eh bien, c'est exactement ce que l'Union européenne est en train de faire. Elle vient de jeter un énorme pavé dans la mare en liant pour la première fois la souveraineté du cloud à l'écologie. C'est un virage assez dingue et on va décortiquer ça ensemble. C'est vrai que jusqu'à maintenant, le débat était un peu binaire. D'un côté, on avait la forteresse numérique, la protection des données avant tout, coûte que coûte. Et de l'autre, la planète, avec l'urgence de réduire l'empreinte de nos data centers. La grande question, c'était est-ce qu'on doit vraiment choisir son camp? Pendant longtemps, l'Europe a clairement mis le paquet sur la sécurité. Mais voilà, les choses sont en train de bouger. Et justement, la nouvelle réponse de l'IE, elle est tombée. Et elle est hyper claire. C'est fini, le ou. Maintenant, c'est et. La durabilité, ce n'est plus juste une option, un petit plus sympa. Non, non. C'est devenu une condition officielle de la souveraineté. En clair, pour qu'un cloud soit considéré comme souverain, il devra aussi être vert. C'est un changement de paradigme, mais vraiment complet. Bon, alors rentrons un peu dans le détail. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi cette fameuse nouvelle règle qui est en train de tout chambouler pour le cloud souverain en Europe? Alors, voilà le nom de code à retenir. SOV8, c'est le petit nom de ce nouveau critère de durabilité. Et attention, ce sera obligatoire dès octobre 2025. Officiellement, le but c'est d'évaluer, je cite, l'autonomie et la résilience à long terme. Et c'est là que tout le concept change de dimension. Parce que la résilience, d'habitude, on pense aux cyberattaques, aux pannes, mais là, ça va beaucoup plus loin. Ça veut aussi dire s'assurer qu'on ne dépend pas d'une source d'eau qui est en train de s'épuiser, ou d'une énergie qui devient hors de prix. Mais du coup, on peut se demander pourquoi faire ce lien. C'est vrai qu'à première vue, on a l'impression de tout mélanger, la géopolitique, la tech, l'écologie. Quel est le rapport au fond? Eh bien, c'est justement en comprenant ce lien qu'on va saisir toute l'ambition et toute la logique de la stratégie européenne. La question, elle est simple, mais elle est fondamentale. En quoi est-ce que la consommation d'eau d'un data center, disons en Allemagne, devient un enjeu de souveraineté pour toute l'Europe? La réponse, elle est dans l'idée qu'il faut arrêter de regarder juste le logiciel. Il faut regarder toute la chaîne. En fait, il faut imaginer la souveraineté comme une chaîne. Bien sûr, il y a le premier maillon, le plus évident, la technologie, les logiciels, la protection des données. Mais ce maillon, il n'est pas tout seul. Il est accroché à un autre, bien plus physique, les ressources, l'énergie, l'eau, les métaux. Sans ça, la meilleure technologie du monde, elle ne sert à rien, elle est inerte. Et si ce maillon des ressources est fragile ou qu'il casse, eh bien c'est toute la chaîne de la souveraineté qui s'effondre. Et c'est ça le cœur de la stratégie de l'Europe. L'idée, c'est d'éviter de remplacer une dépendance par une autre. C'est une excellente question. À quoi ça sert de se libérer de la domination technologique, disons, américaine, si c'est pour devenir dépendant d'une ressource en eau qui se raréfie ou d'un réseau électrique qui n'est pas fiable? La vraie souveraineté, la souveraineté durable, c'est de maîtriser toute la chaîne de bout en bout. Ok, l'idée est forte, on a compris la logique. Mais maintenant, comment on mesure ça? Comment on passe du grand concept à une évaluation bien concrète, avec des chiffres? Eh bien, l'Europe a défini des critères très précis pour juger si un cloud est vraiment durable et donc, par extension, souverain. Concrètement, les fournisseurs de cloud vont devoir montrer patte blanche sur plusieurs points. D'abord, l'efficacité énergétique, c'est le fameux PUE des data centers. Ensuite, on va regarder leur engagement dans l'économie circulaire. Est-ce que les serveurs sont réutilisés, reconditionnés? Ils devront aussi bien sûr mesurer et publier leur empreinte carbone. Et point super important, leur consommation d'eau. Et enfin, le recours aux énergies renouvelables sera fortement recommandé. Bref, on n'est plus dans les belles promesses, là on est dans les exigences. C'est un programme ambitieux, c'est sûr, mais alors, quel est l'impact réel de tout ça aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de la vision à long terme de l'Europe? Passons à l'analyse. Et c'est là qu'arrive un chiffre qui peut surprendre, après tout ce qu'on vient de dire sur cette révolution verte. Le poids de ce fameux critère SOV8 dans le score global de souveraineté est de seulement 5%. Oui, oui, 5%. Alors la question se pose, tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien? 5%, c'est vrai que c'est très peu. Et l'analyse qui en est faite est assez claire. Pour l'instant, aujourd'hui, la priorité numéro un, ça reste de la maîtrise géopolitique et technologique. L'urgence absolue, c'est de sécuriser nos données, de s'affranchir de certaines lois extraterritoriales. Pour le moment, disons-le, l'écologie passe encore au second plan. Mais, il y a un mais. Il faut peut-être voir ces 5%, non pas comme un point final, mais plutôt comme un point de départ, comme un pied dans la porte.
Aujourd'hui, c'est vrai, la balance penche très fort du côté du contrôle technologique. Mais toute la logique de cette nouvelle règle, c'est de préparer l'avenir. Un avenir où le poids des ressources physiques va devenir de plus en plus critique. L'accès à l'eau, à l'énergie, ça deviendra un enjeu de souveraineté tout aussi important que le contrôle des données. On ne connaît pas la pondération future, bien sûr, mais la direction, elle, est tracée. Ce chiffre ne peut qu'augmenter. Ce qui nous amène à la question finale. C'est 5%. Alors, qu'est-ce que c'est? Juste un symbole? Une petite touche de greenwashing pour habiller une politique qui reste avant tout géopolitique? Ou alors, est-ce que c'est le tout premier pas, discret, mais peut-être décisif, vers une redéfinition complète de ce que veut dire souveraineté à l'heure du changement climatique? Le débat est ouvert et il ne fait que commencer.